Salut à tous, merci de nous rejoindre sur Sport FM à l'heure de Plateau Foot Europe. Au sommaire, l'Atlético Madrid prive le Real du sacre en Super Coupe d'Europe. Les Merengues dominés 4-2 doivent s'habituer à l'absence de sa star Cristiano Ronaldo. La Liga reprend ses droits ce vendredi. Les forces en présence, les attentes de la nouvelle saison, c'est la reprise aussi en Serie A italienne où la Juventus, renforcée par l'arrivée de CR7, est largement favori à sa propre succession. Mais le Napoli, le Milan, l'Inter, l'AS Roma ont aussi leurs cartes à jouer. En première ligue, c'est un chaud derby qui attend Arsenal à Stamford Bridge face à Chelsea. Nîmes Olympique défie Marseille en Ligue 1 Conforama. Nous évoquons tous ces sujets dans la première partie. La deuxième évoque les transferts de plus en plus coûteux des gardiens de but. Qu'est-ce qui explique cette surenchère des portiers? Les spécialistes nous éclairent sur le sujet dans le débat. En studio pour en parler, ils sont tous presque, on pourrait dire, présents. Franck Bougnama est là. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment tu te portes ce matin? Tout va bien, on rend grâce. Merci d'être là. En face de vous, c'est Romeo Yetor, le patron de la Liga espagnole. Buenos días, Romeo. Buenos días, Angel. Hola a todos. ¿Cómo estás? Ah oui, ah oui, il a bien appris son espagnol et il l'a fait bien. Merci beaucoup Romeo d'être là. Toujours fidèle au poste. Oui, Fifi également là. Bonjour Sa Majesté Fifi. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je salue toutes les auditrices et les auditeurs. Ça va bien? Plateau Foot Europe, ça va. Super. Et juste également, nous avons invité spécialement aujourd'hui Kelly Akoso de Radio Sport FM TG.com. Salut Kelly. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs de Plateau Foot Europe. Comment te portes-tu? Ça va conforme ce matin. Super. Et l'homme à devant est là pour assurer la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. Je suis Angelo Fodikwe, PFE, c'est parti. Et nous nous intéressons à ce match entre voisins, les clubs de Madrid, le Real et l'Atlético. C'était mercredi dernier en Super Coupe d'Europe. Et ce sont les Colchoneros qui se sont imposés 4-2 face aux Merengues. Vous avez tout suivi, ça fait 6 buts dans ce match entre le Real Madrid, triple tenant du titre de la Champions League, et face à l'Atlético Madrid qui a gagné récemment la Ligue Europa. C'était face à l'Olympique de Marseille. Roméo, 6 buts dans un match, ça a été une super finale. Ouais, ça a été une super finale, un match à rebondissement. On a vu donc deux belles formations présenter un football assez intéressant. On a vu tout système dans ce match, jeu rapide, jeu physique. En tout cas, on s'est bien régalé. Maintenant, quand on prend cette rencontre, on s'est dit que le Real est super favori, après avoir gagné 3 fois successivement la Ligue des Champions. Eh bien, on se demandait si l'Atlético pourrait résister face à ce Real Madrid, même si Cristiano Ronaldo n'est pas là. On a vu le Real battre des équipes sans Cristiano Ronaldo. La preuve, la finale de la Ligue des Champions, Cristiano n'a pas marqué, mais le Real Madrid a gagné, même s'il était présent dans cet effectif. Oui. Voilà l'Atlético qui a saisi sa chance dès même l'entame de la rencontre. Première minute, les Colchoneros qui ont affiché clairement leur intention avec ce but extraordinaire de Diego Costa qui a pris de vitesse Varane et Sergio Ramos. Après donc c'est l'égalisation de Karim Benzema sur une passe lucide de Gareth Bale. À un but partout, le jeu est équilibré. On a vu le Real qui pressait donc Atlético Madrid avec cette main de Juan Fran dans la surface de réparation et le penalty transformé par le capitaine Sergio Ramos. Le Real Madrid a complètement noyé les Colchoneros. N'eût été ce but égalisateur de Diego Costa. Je pense que le Real était bien parti pour gagner cette super coupe. Maintenant, il faut dire bravo à ces Colchoneros qui n'ont pas abandonné, qui ont résisté jusqu'à la fin. Et dans la prolongation, on a vu donc Atlético Madrid qui marque 2 buts supplémentaires pour gagner cette super coupe pour la 3e fois pour les Colchoneros. À chaque fois qu'elle dispute cette rencontre, l'équipe remporte toujours ce trophée. Ça fait 3 super coupes d'affilée pour l'Atlético Madrid. Oui. La 3e de suite pour le Real Madrid n'aura pas lieu. On dira tout simplement que la saison est bien lancée du côté de l'Espagnol. Et on va s'intéresser à Julen Lopetegui. Fifi, est-ce que ça démarre mal pour lui, le successeur de Zidane? Ça démarre mal pour lui, c'est ce qu'on peut dire, parce que c'était son premier match officiel, la Super Coupe, et quand on connaît le Real Madrid, on a envie de tout gagner, et on a fait la saison, surtout quand il s'attire de ces coupes
sa coupe européenne. Oui. Et voilà, maintenant, il est arrivé, il a remplacé Zidane et on se disait que ce serait peut-être la continuité, mais entre-temps, il faut reconnaître que Zidane aussi est parti au moment où on ne l'attendait pas et que Cristiano aussi est parti. C'est quand même deux poids lourds qui sont partis comme ça. Je ne veux pas dire que c'est parce que ces gens-là sont partis que le Real a perdu. Mais j'aimerais quand même dire que ça peut être eu quelque chose dans cette défaite-là. On n'a pas retrouvé cette équipe du Real Madrid et l'Atlético fidèle à sa politique de jouer derrière, de passer par des contres. Et on l'a vu lors des prolongations, c'était quand même le Real qui affichait ses intentions dans ces prolongations-là, qui mettait la pression sur cette défense d'Atlético, mais à chaque fois sur des contres et ils ont pris ces deux buts-là pratiquement sur des contres. Le premier dans les prolongations était quand même un but magnifique. Et voilà, donc il faut revoir également cette défense. On se disait que Varane, vu sa Coupe du Monde, était l'un des meilleurs défenseurs du monde, et qu'à côté de Ramos, qu'on considère comme le meilleur défenseur du monde, et on a vu quand même que ça n'a pas tellement bien marché. Même au niveau de Marcelo. Oui, on a commis des erreurs. Des erreurs dans cette rencontre. Maintenant, il faut que le Real Madrid se remette rapidement au travail. Oublie ce qui s'est passé, c'est quand même étonnant. 4 buts encaissés par le Real Madrid, ça fait longtemps, on n'a plus vu ça. Et voilà, donc se remettre parce que le championnat va démarrer et on les attend au cours de ce championnat. Ils sont très attendus. Franck Ndouyama, est-ce que, Fifi a effleuré un tout petit peu, l'ombre de Ronaldo plane déjà du côté de la Casablanca? Je veux juste citer le capitaine Sergio Ramos qui a dit « Le départ de Ronaldo est un paramètre négatif pour le Real Madrid. » D'accord. Ça veut tout dire. Okay. Lorsque vous perdez un joueur comme ça, c'est logique que vraiment il y ait une petite instabilité, surtout dans le département offensif de l'équipe. Ronaldo, tout le monde le sait, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il a marqué quand même l'histoire de cette équipe. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du Real sans parler de Cristiano Ronaldo. Donc l'après Ronaldo va être difficile à assumer. On parle de Gareth Bale, d'accord, mais est-ce qu'il a les mêmes qualités? Est-ce qu'il a, on va dire, la même vista par rapport à un match, par rapport à son efficacité devant le but? Donc, pour ce premier match, on va dire tout simplement, j'ai senti un Real qui n'était pas prêt pour commencer. C'est vrai que, oui, il y a Julen Lopetegui qui a envie de faire oublier Zinedine Zidane. C'est pour cela qu'il a accepté continuer. Mais on ne remplace pas quelqu'un qui a gagné, on va dire, 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc, il faut dire tout simplement que le premier paramètre, c'est que cette équipe a été orpheline de Cristiano Ronaldo. C'est vrai, le Real a gagné des matchs sans Ronaldo. Bien sûr. Mais le changement, c'est qu'il n'est plus dans l'équipe. Et c'est pour longtemps, pour toujours. Pour toujours. Ronaldo ne reviendra pas au Real. Bon, je ne sais pas, peut-être quand il va revenir, c'est pour peut-être le staff ou être directeur sportif ou bien à jouer un rôle, je ne sais pas. Mais c'est une situation très compliquée à gérer, mais le Real reste quand même une grande équipe. Mais sur l'ensemble du banc, vous voyez, les Colchoneros méritent de gagner. Ils l'ont mérité, ils n'ont pas volé cette victoire. Ils avaient plus d'envie que le Real. C'est vrai que dans le jeu, le Real a montré beaucoup de choses dans la production, mais sur le plan solidité, sur le plan mental, je crois que les Colchoneros étaient plus présents. Voilà pourquoi ils ont réussi à marquer 2 buts dans les prolongations. Ce but que je retiens, celui de Saúl Ñíguez. C'est magnifique, c'est un bijou. Ah oui, on va s'intéresser justement à ces joueurs de l'Atlético, Koke, Godin, Diego Costa, Griezmann, Saúl Ñíguez, qui a marqué un magnifique but. Même si Diego Simeone était resté dans les tribunes, on sent que cette équipe-là, parfois, peut marcher sans son entraîneur. Écoutez, c'est une équipe qui est forgée par Diego Simeone, et donc c'est sa philosophie de jeu que ces joueurs sont en train de pratiquer. Et il faut reconnaître aussi que ils ont un effectif qui est en place depuis un bon bout de temps déjà. Et puis cette équipe de l'Atlético Madrid est régulière sur la scène européenne ces derniers temps. Donc ça veut tout dire. 2 finales de Ligue des Champions perdues. Ça veut dire que quelque part c'est une équipe à prendre au sérieux et à mettre au rang de grand d'Europe forcément. Donc là, il faut pas dire tout simplement que c'est l'Atlético Madrid. Donc c'est un point de moins par rapport au Barça ou au Real Madrid. C'est une équipe qui joue à couteau tiré
dans la Liga espagnole, dans la Liga espagnole avec ces deux clubs. Donc forcément, je crois que les matchs entre le Real Madrid et l'Atlético ou le Barça ou l'Atlético ont toujours été de gros matchs. Donc forcément, c'est l'un des grosses équipes de la Liga espagnole. Maintenant, par rapport à cette rencontre, je pense que c'est la rigueur tactique de Diego Simeone qui a encore pesé dans la balance contre cette équipe du Real Madrid qui s'est montrée un peu trop suffisante à mon avis, parce que on a 3 Ligues des Champions, on est là, c'est vrai. Le Real déjà trop rassasié. Il n'y a plus d'envie. Ils sont au summum de leur prestation, de ce que le monde du football pouvait attendre. Maintenant, je pense que c'est la descente qui est en train d'être effectuée tranquillement. Il faut rapidement revoir ça et corriger les erreurs pour éviter, parce que la saison risque d'être très longue et compliquée pour cette équipe du Real Madrid. Pour ne pas citer les autres, je pense qu'on ne remplace pas facilement Zidane ou Cristiano Ronaldo, mais le seul quoi que moi j'ai eu à remarquer la dernière fois dans la rencontre, c'est ce laxisme-là au niveau de la défense du Real Madrid qui a manqué de rigueur sur le but de Diego Costa par exemple, qui met dans le vent et Sergio Ramos et Varane. Donc je pense que cette rigueur-là manque à cette défense de l'équipe de l'Atlético Madrid. Les changements au cours de la rencontre aussi n'ont pas été trop ça. Le Lopetegui a beaucoup de choses pour mettre en confiance les supporters du Real Madrid. Et le joueur, pour l'instant, du côté de l'Atlético Madrid, qui n'a pas beaucoup de choses à quand même se reprocher, c'est Thomas Lemar, récemment arrivé du côté de l'Atlético Madrid avec Santiago Arias et puis Nicolas Kalinic. Lemar que nous écoutons, très heureux d'avoir déjà remporté ce premier trophée. C'est sûr, ça fait plaisir. On avait envie de faire un bon résultat ce soir pour être champion. Maintenant, je pense qu'on a fait la part des choses. On a été bien défensivement et offensivement, on a fait le boulot. Et maintenant, on est récompensé, on va bien fêter. Oui, c'est sûr. Après une Coupe du Monde, on a toujours envie de gagner. Et là, je suis très heureux de faire mon premier match officiel avec l'Atlético devant un public comme ça. Et être récompensé par une victoire et par un trophée, c'est la plus belle des choses. Ah oui, Thomas Lemar à peine arrivé. Il gagne la Super Coupe d'Europe, c'est bon, hein, très bon pour le mental. Pour le joueur, ça met le joueur en confiance. Et Griezmann qui en l'espace de mois a 2 grands trophées. Ah oui, je crois que c'est une saison réussie pour le Français. Maintenant, revenant sur Lopetegui, c'est vrai que c'est son premier grand match avec le Real Madrid. Il pourrait gagner ce match si véritablement il avait un système conçu pour l'Atlético Madrid, parce que quand vous laissez l'initiative de jeu à l'Atlético, cette équipe n'arrive pas à dérouler son jeu. Et là, il a voulu disputer le ballon au Colchoneros et puis ils ont laissé l'initiative de jeu au Real Madrid. Vous avez vu que cette équipe à un moment donné s'est essoufflée. Je parle bien sûr du Real Madrid, parce que quand vous faites un pressing très haut, la plupart de ces joueurs revenaient de la Coupe du Monde. Ils n'ont plus cette capacité physique. Casemiro, il est sorti et c'est là où le problème du Real a commencé. Parce qu'il avait eu un pépin physique et puis il est sorti. Donc je crois que Lopetegui aujourd'hui doit revoir un peu son système de jeu. Il ne faut pas laisser les joueurs se dépenser physiquement. Ça peut avoir un retour très négatif sur la prestation de son équipe. Mais bon, vous savez, le Real reste le Real, même s'il n'y a pas eu des arrivées, on passe seulement de Thibaut Courtois. Maintenant, il faudrait qu'on essaie de servir un autre discours à ces joueurs qui ont tout gagné pratiquement lors des 3 dernières saisons. Et on va rapidement pour ouvrir notre parenthèse. Comme le disait Roméo tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas temps pour le Real d'amener du sang neuf aussi? Moi, je m'attendais à ce qu'on amène. D'accord. Vous allez garder votre développement, juste le temps d'ouvrir la page ibérique. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la creativa de Casemiro, haga la primera, gol. Et nous parlons justement de la Liga espagnole qui reprend dès ce vendredi avec le match Girona-Valladolid. Mais en attendant, Fifi, vous aviez la parole. Est-ce que vous pouviez nous parler des favoris de cette saison de Liga 2018-2019? Les favoris, ils sont 3. C'est le Real, c'est le Barça et puis c'est l'Atlético. Dans l'ordre? Non, pas dans l'ordre. Moi, je donne seulement les noms des favoris. Maintenant, le grand favori, peut-être parmi les 3, c'est le Barça, parce que le Barça a encore montré dans son recrutement qu'il avait envie d'aller encore chercher ce trophée-là et même plus aller chercher la Ligue des Champions. Donc pour moi, le Barça reste favori, mais en même temps, il y a le Real et puis l'Atlético à côté.
Kelly, votre liste de favoris pour cette Liga espagnole? Il n'y a pas photo, c'est le même scénario. Si le Real avait mieux démarré sa saison, on aurait pu parler de Real Madrid comme premier favori pour gagner le titre en fin de saison, mais avec l'absence de Zidane et de Ronaldo, c'est vrai, Vinicius Junior est là, mais on ne l'a pas vu sur cette finale de la Super Coupe d'Europe. Oui. Sûrement que le garçon aura son mot à dire au sein de l'effectif du Real Madrid au cours de la saison, mais dans l'ordre normal des choses, le Barça vient en première position, suivi par le Real Madrid, et puis l'Atlético sera là pour jouer les troubles faits. Franck Lunyama, est-ce qu'aujourd'hui l'Atlético, avec cette Super Coupe gagnée, peut vraiment rivaliser avec le Barça et le Real cette saison, oui. Encore une fois? Chaque saison qui passe, cette équipe fait partie des favoris de la Liga espagnole. Oui. Surtout, elle a encore gagné quelque chose ces dernières semaines en gagnant la Ligue Europa. Oui. Elle vient de gagner la Super Coupe d'Europe. C'est vraiment des paramètres importants qu'il faut considérer pour cette équipe de Diego Simeone. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit oui, l'équipe est enfin peut-être, je ne sais pas... On n'a pas de fin de cycle entre-temps. Oui, en fin de cycle, elle n'a plus rien à montrer parce que Diego Simeone est peut-être fatigué, il a tout donné. Oui. Mais je crois qu'on est allé vite en besogne. C'est une équipe avec laquelle il faudra compter. Je pense que, comme Fifi l'a dit, oui. Elle fait partie des favoris. Il y a le Barça, il y a le Real. Donc maintenant, les autres vont suivre. Valence, voilà. FC Séville. Sauf qu'on ne sait pas dire tout de suite celui qui va être premier, deuxième ou troisième. Dans le désordre, il y a le Real, le Barça et l'Atlético. Romero, l'Atlético a fait venir 7 joueurs pour la bagatelle de 124 millions d'euros. Ce sont des éléments qui font parler? Et je crois bien, parce que ça a déjà commencé avec Thomas Lemar. Oui. Et il a montré tout le bien que l'on pense de lui. Je crois que c'est bien pour une équipe qui a pour ambition peut-être de gagner cette saison la Ligue des Champions. Parce qu'on ne peut pas laisser partir Kevin Gamero. Oui. On sait le rôle que ce joueur français joue dans l'effectif des Colchoneros. On a tout fait pour garder donc Antoine Griezmann. Ça veut dire tout simplement que l'ambition des Colchoneros est maintenant revue à la hausse. Et il faut compter avec cette formation. Moi-même, en tout cas, avoir cette finale, jouer contre le Real, cette Super Coupe, oui. je place Atlético Madrid au premier rang, même si le Barça s'est renforcé. Oui. Parce qu'on sait que ces derniers temps, l'Atlético revient en force. Cette équipe qui a gagné la Ligue Europa et puis qui enchaîne avec la Super Coupe, il faut véritablement compter avec les Colchoneros cette saison. Fifi, une autre question qui nous taraude l'esprit. Aujourd'hui, Cristiano a quitté la Liga pour la Serie A italienne. Messi est orphelin de son ennemi, de son ami de tous les jours. Est-ce que la Liga sera dévaluée selon vous lorsqu'on parle des classicos Barça, Real, Barça? Oui, pour moi, ce sera dévalué parce que depuis que moi je suis les classicos, vraiment, c'est Cristiano d'un côté et c'est Messi de l'autre. Donc, quand on parle de classico, tout le monde pense à cette confrontation. Sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années. Donc, voir un classico aujourd'hui sans Cristiano Ronaldo, il va falloir s'y habituer avec le temps. Oui. Mais pour cette saison-là, ce sera vraiment compliqué. Même le départ de Cristiano de la Liga, c'est quand même une perte pour ce championnat-là. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout à fait. Donc, ne nous voilà pas la face. C'est quand même une perte pour la Liga et ça va dévaluer un peu, pour moi, ce championnat. Déjà, même... vous savez, il y a plusieurs qui sont devenus des fans de Real parce qu'il y a le Cristiano Ronaldo là-bas. Et aujourd'hui, ils sont un peu divisés entre le Real et puis la Juve. Et pour moi, l'Italie est en train de voler un peu la vedette à la Liga. Mais la Liga reste ce championnat-là de haut niveau avec de très très bons joueurs. Et j'espère que des talents vont encore éclore et qu'on va retrouver encore de nouveaux bons joueurs dans ce championnat. Quel est votre avis sur la même question? Je pense que quand on prend la Liga par rapport à Cristiano Ronaldo et Messi, c'est vrai, il y a 50% du poids de ces deux rivaux-là qui est parti. Donc forcément, ça va avoir un coup sur le championnat, il faut le reconnaître. Mais je pense que Messi, il aura encore de sérieux concurrents. Pas forcément au niveau du Real Madrid, mais quand on parle du duel entre le Barça et le Real Madrid, le Classico gardera toujours son effet. Hein. Quoi qu'on dise, le Classico, c'est entre ces deux clubs, ce n'est pas forcément entre ces deux joueurs. C'est vrai, Cristiano est parti, mais je pense que le Classico aura toujours son effet, mais ça n'aura pas
beaucoup d'engouement, comme de par le passé avec la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Maintenant, il faut que quelqu'un sorte la tête de l'eau du côté du Real Madrid pour véritablement rivaliser avec Léo Messi dans le camp du Barça. Je pense que le jeune qui vient d'arriver, Vinicius Junior, il peut jouer ce rôle-là, même s'il ne peut pas faire comme Cristiano Ronaldo. Qui le connaît, ce Vinicius? Peut-être la saison d'une révélation. Voilà, justement, moi j'ai eu la chance de suivre certains de ces matchs de préparation avec cette équipe du Real Madrid. Il a son mot à dire au niveau offensif de cette équipe. Très vite, balle au pied. Voilà, et très technique également. Si jamais il garde le même tempo par rapport à la Liga, je pense qu'il sera l'homme à suivre de près cette saison avec l'équipe du Real Madrid. Donc, dans un classico, par exemple, on pourra avoir le duel entre ce Vinicius Junior-là et bien sûr Léo Messi. Mais bon, c'est le petit frère. Moi, je pense que ce serait très dur de faire porter ce fardeau à ce joueur. Il est très jeune pour tenir ça parce qu'il va s'écrouler. D'accord. Le classico va rester le classico, mais un peu diminué. Parce que, au-delà de ce qu'on peut dire, le classico, c'est vrai, c'est entre le Barça et le Real. Mais c'est plus entre Cristiano Ronaldo et Messi. Question de joueurs. Question de joueurs, parce que ces deux joueurs ont tout gagné des années durant. Ils ont enchaîné les ballons d'or, ils ont enchaîné les titres européens, les souliers d'or. Et ce n'est pas facile d'oublier, on va dire, un tel duo. Maintenant, le Barça est avantagé par rapport au Classico parce que je me dis que Messi est là, il va porter cette équipe et il a toujours fait. Mais du côté du Real, on se demande beaucoup de choses. Si cette équipe va pouvoir vivre sans CR7, cette question, elle va toujours revenir. Parce que là, on se dit que oui, Cristiano n'est pas là, donc voilà, c'est un peu penché du côté du Barça. Je ne peux pas dire que c'est Cristiano qui fait tout au Real. Mais de toute façon, c'est lui qui marque beaucoup de buts du côté du Real. Il y a des joueurs comme Asensio, comme Vasquez, comme Isco, Modric. Il y a Vinicius qui sont là, mais ce n'est pas la même chose que Cristiano Ronaldo. Mais une question, Franck, pourquoi Florentino Pérez a du mal à remplacer Cristiano Ronaldo? Bon, on ne peut pas dire tout de suite qu'il a du mal à remplacer Cristiano Ronaldo. Lorsque vous laissez partir un tel joueur, c'est vrai que la suite, on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup. Vous savez, la politique du Real, c'est de faire venir les meilleurs du monde. Donc, qui pour remplacer Cristiano Ronaldo? Oui, allez, trouvez-moi la liste par exemple. C'est difficile de pouvoir remplacer un tel joueur. Il y a des joueurs talentueux, mais vous savez ce que Ronaldo a réalisé. On a annoncé Eden Hazard, Lewandowski, plein d'autres joueurs. Ce n'est pas la même chose. Et puis il faut faire venir des joueurs qui on va dire, pourrait faire flamber le marketing, l'image du club. Vous connaissez l'image de Cristiano. Ce n'est pas Eden Hazard qui va le remplacer sur ce plan-là. Mais je pense qu'ils vont réussir quand même à faire venir un joueur. Ils n'ont pas fait... bon, le mercato n'est pas encore fini. Justement, c'est jusqu'au 31 août. Je me dis qu'ils doivent un peu se défier parce que s'ils attendent le mercato hivernal, il n'y aura plus les meilleurs sur le marché. Donc ça va être très compliqué. On verra tout ça et on va s'intéresser à cette question également. Selon vous, le patron de la Liga, vous, Roméo, qui sera meilleur buteur? La saison passée, il y avait Messi, Cristiano et puis Suarez. Oui, peut-être Messi, Suarez et Benzema. Pourquoi pas? Parce qu'avec l'absence de Cristiano Ronaldo, c'est Benzema qui a la lourde responsabilité de porter le Real Madrid. Même si en Super Coupe, il a bien commencé, mais vers la fin, il a montré ses limites. Je pense que Benzema peut être le concurrent de Léo Messi et également de Luis Suarez en ce qui concerne le titre de Pichichi. Et quelle saison pour Retafe de Dieng Dakonam qui a fini 8e la saison dernière? Je pense que cette année, Retafe doit chercher une place européenne. Cette équipe a raté de peu la Ligue Europa. Et cette saison, il faut mettre tout pour être européen. Et ça peut passer pour Retafe. Et maintenant, on sait que la Ligue espagnole, à chaque saison, il y a des surprises. La première saison de Retafe en Liga, peut-être que c'est l'effet de surprise. Cette fois-ci, il faut confirmer. C'est la confirmation qui va être un peu compliquée puisque Retafe commence avec du lourd. Ah oui, et justement, on s'intéresse à la première journée de la Liga qui commence ce week-end. Voilà, et ce soir même, Girone joue contre Valladolid. C'est le promu qui retrouve donc la Liga espagnole après 4 saisons. Passé en D2. Ça va être un match aussi intéressant. On va voir les débuts de Valladolid. Valladolid. Exactement. Betis Séville aussi joue ce soir contre Levante. Samedi, on aura
Celta Vigo espagnol Barcelone. Villarreal affronte la Real Sociedad, le FC Barcelone qui démarre bien à la maison face à Alaves. Et puis dimanche, Eibar joue contre Huesca qui est donc le premier. C'est la première participation de cette formation en Liga espagnole. Et ce club qui a fait 3 ans avant de monter en première division, ça veut dire 3 ans, 3e division, 2e division et puis première division. C'est une énorme performance pour Huesca qui joue contre Eibar dimanche. On suivra également Rayo Vallecano face à Valence. Le Rayo Vallecano qui a passé 2 saisons en 2e division avant de retrouver donc la Liga. Ça va être intéressant pour Rayo Vallecano qui joue contre FC Séville, même si c'est avec un gros de cette Liga que Rayo va commencer. Rayo qui également est un club de Madrid. Le Real Madrid joue contre Getafe de Getafe. C'est un petit derby entre les Madrilènes et Getafe. On sait que les matchs entre Real Madrid et Getafe sont des matchs très tendus, surtout sur l'air de jeu. Cristiano n'est pas là, peut-être que Getafe avec Getafe, cette équipe va souffrir, va respirer un peu au niveau de sa défense. Et puis lundi en clôture de cette première journée, Valence contre Atlético Madrid. En tout cas, c'est un très bon duel entre Valence et Atlético quand on sait que Kevin Gamero a rejoint justement Valence cette saison. Et oui, et Gamero qui va jouer contre son ancien club. Muchas gracias, Señor Romero. Et on file de l'autre côté. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous parlons de la Serie A, les projecteurs braqués sur la première de Cristiano Ronaldo avec la Juventus. Ce sera face au Chievo Vérone. Ah oui, Kelly, qu'est-ce que Cristiano va apporter à la Juve? Naturellement, la Juventus plus que favori. Oui, naturellement, la Juventus plus que favori et surtout avec une attaque de feu désormais, parce que là, avant, c'est Dybala, Cuadrado et Higuaín qui faisaient la pluie et le beau temps au niveau de la ligne offensive de cette équipe de la vieille dame. Maintenant, il y a le grand Cristiano Ronaldo qui est là, sauf que pour le moment, on ne sait pas s'il va évoluer à la pointe de l'attaque ou sur le côté. Peu importe là où il va évoluer, il va montrer tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il a déjà montré au monde du football. Donc forcément, Cristiano Ronaldo, je pense qu'il doit montrer rapidement ses intentions face à cette équipe pour limiter, enfin pour montrer que voilà, je suis là, j'ai mon rôle à jouer dans ce championnat et tout, parce que les Italiens aussi attendent de pied ferme l'arrivée de Cristiano Ronaldo avec cette équipe de la Juventus de Turin. Je pense que c'est un véritable poids, c'est le coup de l'année que cette équipe de la Juventus a réalisé en recrutant quelqu'un comme Cristiano Ronaldo. On le connaît, il n'est plus à présenter, donc forcément il va présenter tout ce qu'il a, sauf que j'ai un peu peur pour lui par rapport à l'adaptation à la Serie A italienne. Il n'a jamais joué en Italie, c'est une autre philosophie de jeu, c'est un autre championnat, le climat aussi a peut-être un peu changé, donc l'adaptation, que Cristiano le fasse rapidement afin qu'il se mette rapidement dans le bain et commencer à démontrer tout ce qu'on attend de lui. Mais connaissant les qualités du joueur, je pense qu'il n'aura pas trop de problème à pouvoir s'adapter à ce championnat et surtout à démontrer tout ce qu'il a dans le ventre, surtout pour ce premier match du championnat. La superstar portugaise Cristiano Ronaldo, oui, très très heureux et il promet déjà des titres à la Juventus. Nous l'écoutons. Je suis heureux d'être là, content de jouer ici. Ce sera peut-être différent à la Juve, différent avec les gens qui y sont. Ils sont gentils, c'est un peu comme une famille. C'est l'impression que j'ai eue en arrivant ici. C'est la même chose du côté des supporters. Donc je suis enthousiaste et bien sûr, je veux rendre tout le monde heureux et bien sûr que nous allons remporter des titres ensemble. And I will do it my best. For sure, we're gonna win things together. Grazie mille. Ah oui, ça termine très bien. Il parle déjà italien et c'est un portugais. Cristiano attendu au tournant. Bien sûr, maintenant il est plus attendu en Europe avec la Juve, puisque la Juve sans Cristiano gagne déjà des titres. Ah oui, on écrasait le championnat. Était favori à chaque saison. Oui. Et démontrer sur le terrain et gagner tous les titres en Italie maintenant. La Juve veut retrouver le sommet en Europe, la Ligue des Champions, et c'est pour ça que Cristiano Ronaldo est là. Et j'espère que Cristiano va tout donner pour permettre cette saison à la Juve de gagner la Ligue des Champions. Ah, une grosse plus-value, on peut dire, pour le championnat italien avec l'arrivée de CR7.
depuis quelques années, le Calcio est dévalué, surtout sur le plan médiatique. Oui. Il n'y a plus, on va dire, ce Calcio qu'on a vu dans les années 90. Donc il a fallu quand même un joueur de cette trempe pour redonner un peu une certaine image à la Juve et au-delà au Calcio. Donc je crois que l'arrivée de Cristiano Ronaldo va tout changer pratiquement côté marketing, côté on va dire médiatique également. Exactement. Parce que ce n'est pas n'importe qui, ça il faut le dire. ça a vendu des milliers. 500 000 maillots en 2 semaines. En 2 semaines. Vous Voilà imaginez un peu ce que ça donne. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour la Juventus. Ils ont bien fait de faire venir un tel joueur. C'est une grosse équipe, c'est une grosse machine. Oui. Sinon, Cristiano ne ferait pas, on va dire, ne prenait pas sa décision d'aller dans cette équipe. Vous ne verriez pas Cristiano à Empoli par exemple ou à Sassuolo? Non. Même s'il a 33 ans aujourd'hui, il sait qu'avec la Juve, il peut encore gagner des choses. Voilà pourquoi il a pris cette décision. Et lorsque vous l'écoutez parler tout à l'heure, il a bien communiqué. Il a dit « J'ai eu l'impression d'être en famille dès mon arrivée ». Et là, il s'est déjà mis les supporters dans la poche parce que ses supporters l'ont déjà applaudi lorsqu'il marquait ce magnifique... Ah oui, on se souvient. On se souvient. Donc je pense que on espère pour lui qu'il va réaliser des choses, qu'il va gagner des choses avec la Juve. Parce que là, 30 millions d'euros par saison, ce n'est pas donné à tout le monde. Ah oui, surtout. Parce que la famille Agnelli, au-delà de la crise, a décidé de se faire venir un tel joueur. Donc, il est attendu au Il est très attendu, surtout au niveau des résultats. Oui, d'autres équipes également qui attendent la Juventus. Il y a l'AS Roma, il y a le Napoli, il y a le Milan aussi de Gonzalo Higuaín, Roméo. Il y a l'Inter Milan, merci beaucoup. Aussi, mais, cette saison, on a l'impression qu'il y a certains clubs qui commencent pas à afficher leur ambition dans la Serie A. C'est vrai que la Juve est là depuis plusieurs saisons maintenant. Elle gagne ce championnat, même si l'année dernière ça a été un peu compliqué pour la Liga, mais au final, c'est la Juve qui a gagné. Cette année, le Napoli doit chercher à mieux faire, surtout avec l'arrivée de son coach. Il s'agit de Carlo Ancelotti, bien sûr, qui va prendre l'équipe cette saison. Je pense que le Napoli aussi sera dans la course pour les titres. Quand on prend maintenant l'AS Rome avec certaines recrues, Zonzi, Pastore, qui vont essayer d'apporter un plus à cette formation. Et puis le Milan AC, on ne sait pas ce qui arrive à cette équipe. Cette équipe, en tout cas, moi, est en train de me surprendre par rapport au renouveau qu'on apporte au Milan AC. La plupart des anciens sont revenus, pas pour jouer, mais pour encadrer cette équipe. Maldini est passé par là. Voilà, ils sont là. Kaka est revenu. Leonardo, le directeur sportif, est là. Il y a pas mal de joueurs qui sont revenus, des anciens joueurs justement de cette équipe, pour essayer d'encadrer un peu le Milan, c'est pour permettre au Milan de rejouer les premiers rôles dans la Serie A. Je pense que cette année, on va vivre une Serie A assez intéressante. Non seulement Cristiano est arrivé, mais de l'autre côté, toutes les équipes se donnent des moyens pour pouvoir être beaucoup plus performantes cette saison. Donc il faut s'attendre à un championnat très intéressant. Ah oui, surtout la dernière partie de votre commentaire vous interpelle, parce que là, la Juve aura sur son passage de sacrés clients l'AS Roma, le Napoli, la Lazio Rome, l'Inter Milan et autres équipes. Et on va s'intéresser au calendrier de cette première journée. Il y a le Chievo qui reçoit la Juventus. J'imagine déjà, nous imaginons déjà le stade de Chievo avec tous ces tifosi qui vont venir regarder Cristiano Ronaldo pour sa première au niveau du Campionato. La Lazio Rome reçoit le Napoli. Ah oui, c'est déjà un gros choc lors de cette première journée. Déjà samedi, on aura également Torino AS Roma, Parme Udinese, Cagliari qui se déplace à Empoli. Il y a 2 matchs qui sont reportés, Milan AC Genoa et puis Sampdoria Fiorentina. On sait qu'il y a eu un drame exactement cédé. Donc on a reporté ces 2 matchs à une date ultérieure. Et dimanche, on aura des matchs, 3 matchs. Sassuolo qui accueille l'Inter Milan, Spal qui sera face à Bologne, et puis Frosinone qui joue contre l'Atalanta Bergame. Le frein, direction l'autre côté. English Premier League News. Et l'on s'intéresse à la 2e journée de la Première Ligue anglaise. La première journée a été tout simplement fatale à Arsenal avec Unai Emery. Franck Ndouyama, on a vu la banderole qui a circulé dans les travées de Fly Emirates. C'est quand même incroyable que déjà,
on pousse Emery à la sortie. Oui, thank you for the memories, but it's time to say goodbye. Ah, c'est méchant, hein? Après un match. Mais déjà, il faut que vous partiez. C'est quand même méchant. C'est quand même méchant, mais c'est difficile de remplacer des entraîneurs qui ont eu une assise, on va dire, de plus de 20 ans. Le cas, on l'a vu avec Manchester United quand Sir Alex Ferguson est parti. Donc je pense que ça va être très compliqué pour Unai Emery, même si c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience pour avoir gagné des titres, l'Europa League avec Séville, pour avoir entraîné le Paris Saint-Germain où il y a énormément de stars. Je pense que son arrivée est très attendue, mais au même moment, on attend de lui qu'il fasse plus qu'Arsène Wenger, c'est-à-dire qu'en ramenant tout de suite dans la maison des Gunners. Parce que le dernier, c'est en 2004, ça fait 14 ans. Donc, les supporters, sur ce plan, sont intransigeants, sont vraiment pas, ne font pas de cadeaux à qui que ce soit. Donc, je crois que ça va être très compliqué pour Unai, mais ce n'est que la première journée. Et il a eu le malheur de tomber sur les Citizens, qui sont quand même les champions en titre et qui ont gagné 2-0. C'était logique. Donc la suite, on verra bien, mais le problème c'est qu'en deuxième journée, c'est encore Chelsea. Donc ça veut dire que Unai a du pain sur la planche. Il doit rassurer tout de suite les supporters parce qu'ils ne veulent rien entendre. Surtout que Chelsea, la dernière fois, a corrigé Huddersfield 3-0. D'autres matchs sont prévus pour le compte de cette deuxième journée. Cardiff qui joue contre Newcastle United. Tottenham face à Fulham. Oui, Fulham également qui a perdu lors de la première journée. Un autre derby de l'ordre Fifi. Oui, mais ce ne sera pas facile pour Fulham. Tottenham, on connaît des Tottenham qui jouent également les premiers rôles. Exactement. Fulham vient d'arriver. C'est vrai que Fulham a battu le record des recrutements cette saison en première ligue. Mais comme on l'a dit ici, je crois le vendredi dernier, le lundi dernier, c'est que ce n'est pas facile en même temps de mettre tous ces nouvelles recrues-là ensemble et d'avoir un fond du jeu, d'avoir tout de suite des résultats. Et on disait même qu'il fallait peut-être les amener petit à petit, les faire jouer petit à petit, mais au niveau de Fulham, on a voulu mettre tout ce monde-là ensemble en même temps et ce ne sera pas facile dans ce cas-là face à Tottenham. Tottenham est quand même favori. Et autre rencontre également prévue ce samedi, Bournemouth qui joue sur la pelouse de West Ham United. Leicester se mesure à Wolverhampton, le premier, Everton Southampton. Et dimanche, on aura Manchester City face à Huddersfield, Watford qui se déplace à Burnley, et puis Manchester United qui joue contre Brighton. Ce sera en déplacement. Lundi, on aura le match Crystal Palace face à Liverpool. C'est ce qu'on peut dire sur la première ligue anglaise. Lundi, on viendra pour débriefer tout ça. Il n'a pas été épargné, parce que c'est des fils de Steve Mounier. Ah oui, notre ami. Qui a joué le premier match face à Chelsea. Le second face à City. Oh là là. Et puis, Wolverhampton, c'est bizarre, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Oui, Franck. Le coach Espirito Santo, ça veut dire Saint-Esprit. Exactement. Il a fait venir seulement des Portugais. Il y a une vingtaine de joueurs portugais. C'est quand même incroyable. Il n'y a pratiquement plus de joueurs anglais dans l'équipe. C'est bizarre. Mais sûrement qu'à partir de là, c'est lui qui décide. Oui, c'est lui on lui a laissé, on va dire, la mêlée. Il est portugais. Oui, il est portugais. Espirito Santo. Exactement. C'est un entraîneur particulier. Je vous invite à le découvrir. Le frère, de l'autre côté. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous nous intéressons à la Ligue Conforama. Ce soir, Reims reçoit Lyon, Fifi. Reims de Romao reçoit Lyon. Et c'est vrai que Reims a gagné lors de la première journée. Exactement. C'est un promu également. Maintenant, c'est Lyon. Ah oui, de votre ami Mariano Diaz. C'est un joueur que vous aimez beaucoup. Et qui va recevoir Lyon. Ce sera un match difficile pour la bande, le groupe de Romao. Oui. Et l'Olympique de Marseille qui également joue face à Nîmes. Ce sera dimanche. Ce sera dimanche face à Nîmes, un autre promu. Oui. Et Marseille va vouloir continuer sur sa belle lancée de la première journée. On se rappelle, Marseille a dominé quand même Toulouse 4 buts à 0. Oui. Maintenant, Marseille se déplace. Mais Nîmes
a fait forte impression lors de la première journée. Face à Angers. Angers est mené 3 buts à 1. Oui. Nîmes a finalement gagné 4 buts à 3. Donc, attention à Marseille. Marseille est prévenu. Marseille est prévenu. Surtout Marseille se déplace, ce sera pas facile. Et le match du Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain se déplace également à Guingamp. Match piège où ça peut passer facilement comme un couteau dans du beurre. Ça doit en principe pas passer. Mais en déplacement face à ces équipes qui aiment déranger, ce sera peut-être un peu compliqué également pour le Français. Et les autres matchs de cette deuxième journée, Fifi? Oui, le samedi, Amiens joue Montpellier. Oui, Fifi, le micro s'il te plaît, voilà. Amiens joue Montpellier, Nice se déplace à Caen, Dijon reçoit Nantes, Monaco joue Lille. Exactement, bon match aussi en perspective. Qui a bien commencé, qui est 4e après la première journée et qui joue Monaco, ce sera un beau duel également. Oui. Rennes joue Angers. Et puis le dimanche, Strasbourg reçoit Saint-Etienne et Toulouse de Mathieu Dussel. Il va essayer de relever un peu la tête face à Bordeaux. Justement, vous parlez bien de Bordeaux. Fifi, qu'est-ce qui se passe avec Gustavo Poyet, qui n'est pas du tout content de la signature de Gaëtan Laborde à Montpellier? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la direction. Oui. Puisque si l'entraîneur n'est pas du tout content. Oui, il n'est pas informé du départ de son joueur. Oui, comment vous l'expliquez, Fifi? C'est qu'il n'y a pas de communication entre le staff et la direction. Parce que si un joueur doit partir, forcément l'entraîneur doit être au courant. Si l'entraîneur vient jusqu'à dire devant tout le monde qu'il n'est pas au courant, c'est que c'est grave, il y a un problème profond à ce niveau-là. C'est l'entraîneur qui dit, bon, je n'ai plus besoin de ce joueur-là, vous pouvez le laisser partir, amenez-moi ce joueur parce que je trouve que ce joueur va apporter au club. Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème profond et ça peut même amener l'entraîneur à démissionner ou à partir, c'est possible. Roméo, votre avis sur le sujet? À la limite, c'est de l'amateurisme. Parce que c'est un entraîneur qui décide des joueurs qui vont rester, des joueurs qui vont partir. Même s'il y a un directeur sportif, l'entraîneur est le premier responsable de ces joueurs-là. On ne peut pas faire partir un joueur, peut-être sur lequel l'entraîneur, quand il est dans le plan de l'entraîneur, mais vous signez le joueur dans un autre club. Or, vous êtes sur 2 tableaux pratiquement. On joue les préliminaires pour l'Europa League. On est en Ligue 1 française, peut-être dans les différentes coupes. Et vous laissez peut-être un joueur 4 de votre équipe signer dans un autre club sans informer l'entraîneur. En tout cas, on ne sait pas comment on peut l'expliquer. C'est quand même assez surréaliste que ça se passe en Ligue 1 et surtout dans un club qui a été déjà champion de France plusieurs fois. Bordeaux, Franck, vous comprenez cette situation? On ne peut pas comprendre cette situation, c'est de l'amateurisme. Oui. Mais on l'a dit, je pense qu'il se moque éperdument de l'entraîneur. Lorsque un joueur doit être transféré, tout cela se discute entre l'entraîneur, le directeur sportif et puis les dirigeants. Même si Montpellier a promis des millions d'euros que Bordeaux veut encaisser, je crois que le premier à être touché, à être informé, c'est l'entraîneur. Je crois que c'est une bêtise de la part des dirigeants des Girondins de Bordeaux. Oui. Et au-delà, ils viennent de mettre, on va dire, de mettre à l'écart cet entraîneur. Exactement. Et avec l'intention de le licencier dans les jours qui viennent. Je crois que là, ils ne vont pas s'en sortir facilement. Si Gustavo Poyet décide de les poursuivre sur ce plan, je crois qu'ils auront à beaucoup payer. Donc je pense que c'est un acte qu'il ne faudrait plus jamais répéter pour un club comme Bordeaux. Ah oui, un club aussi respecté comme les Girondins de Bordeaux. On va suivre ce dossier de très près. On va suivre également ce qui va se passer d'ici le week-end. Et lundi, on en parlera toujours dans Plateau Foot Europe. Cette fois-ci, le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. De retour dans le studio Messanyami, c'est Plateau Foot Europe qui se poursuit et nous ouvrons la deuxième partie
de cette émission, nous nous intéressons au débat des spécialistes. Il y a plusieurs gardiens ces dernières années qui sont recrutés à prix d'or. Qu'est-ce qui explique ces coûts onéreux qui sont mis sur la tête de ces portiers? Kelly, comment vous comprenez déjà cette surenchère qui est faite au niveau des portiers? Oui, d'abord, il faut reconnaître que Angelo, depuis pratiquement 5, 6, 8 ans, on a remarqué que les bons gardiens sont en train de figurer tout simplement sur le marché des transferts. De par le passé, c'est pratiquement un gardien qui sort la tête de l'eau. Il se trouve dans une grande équipe, Oliver Kahn. De par le passé, il était seul à faire la pluie, le beau temps. Entre-temps aussi, c'est Gianluigi Buffon avec la Juventus, Fabien Barthez, entre-temps avec Manchester United. Aujourd'hui, quand on parle des portiers, on a Thibaut Courtois qui est là, il y a Buffon qui est là, il y a Sirou et les autres qui sont là. Donc forcément, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a deux portiers qui sont bons, ils se trouvent les deux dans un même club. Et donc à ce niveau, il y a l'un qui peut être titulaire comme l'autre. Donc forcément, l'un doit vouloir partir pour être le numéro 1 quelque part parce qu'il pense qu'il a les qualités requises pour être le numéro 1 justement. Et l'équipe qui a en possession ces deux portiers-là ne va pas vouloir laisser partir l'un ou l'autre à un faible prix. C'est la raison pour laquelle on met la barre très haut pour ce portier et le club qui le désire est obligé de payer ce prix-là pour l'avoir dans ses rangs. Je pense que c'est un peu la situation qui se présente ces derniers temps au niveau des portiers qui sont vendus à prix d'or. Fifi, on sent aujourd'hui qu'il y a une certaine révolution. Il n'y a pas que les attaquants, les latéraux, les milieux qui coûtent aussi cher, mais aujourd'hui, les gardiens de but également. Prenons le cas de Kepa Arrizabalaga, 80 millions d'euros sur un joueur, un gardien de 21 ans seulement. Moi, je dirais plutôt que c'est vrai qu'il y a maintenant de bons gardiens, mais en même temps, les grands gardiens sont rares. Moi, les grands, vraiment, il y a maintenant de bons gardiens qui figurent, mais aujourd'hui, les grands, on peut les compter au bout du doigt. C'est Thibaut Courtois, on va parler de Navas peut-être, Petr Cech d'Arsenal. D'Arsenal et Buffon qui est en train de partir. Mais ces grands-là, aujourd'hui, sont pour moi rares. Donc, quand c'est rare, c'est cher. D'accord. C'est vraiment cher. Et pour les faire venir, par exemple, Thibaut Courtois, il est venu, c'est 40 millions. Oui. Mais il y avait déjà Navas là-bas. Ça veut dire que les clubs sont tellement exigeants aujourd'hui qu'ils veulent des gardiens à 100%, qui ne commettent pas des bourdes. Et même si tu es... Si tu es à 80%, à 70%, non. Mais il veut des gardiens à 100%. C'est pourquoi on se dit, le Real, par exemple, à Navas, pourquoi aller chercher encore Thibaut Courtois? Parce qu'on trouve que Navas, par moment, la dernière fois même, il a encore été critiqué lors de cette super coupe-là et qu'on a besoin d'un gardien vraiment parfait. Donc si... Est-ce qu'il en existe? Non, même Thibaut Courtois, avant la Coupe du Monde. Il a pris des acconadas, des petits ponts. On a vu même des montages photos là, avec une longue jupe pour dire que... Il en existe pas. On ne peut pas avoir quelqu'un parfait à 100%. Il y a de très bons. Il y a de très bons, mais je vois que les clubs sont tellement exigeants qu'ils veulent des gardiens à 100% près que ceux qui sont en train de les vendre aussi. Bon, maintenant, vous trouvez que c'est Thibaut Courtois qui est très bon, ou bien le jeune dont tu es en train de parler là. D'accord, c'est bon, c'est bon. Il a beaucoup de qualités, il a des marques de progression peut-être appréciables. Oui. D'accord, maintenant il faut mettre le prix. Exactement. Parce que vous le trouvez très 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 bon et que vous n'allez peut-être pas en trouver comme lui à côté. Donc c'est 80 millions. Et si vous êtes convaincu à votre niveau que ce garçon-là est vraiment très bon, vous mettez le prix. Et moi, c'est ma façon de voir les choses. Roméo, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une justice qui se fait désormais, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus d'importance aux gardiens qu'aux joueurs? Il faut dire tout simplement que l'argent a envahi le football, c'est tout. Si on fait Pogba à un prix qui a rendu pratiquement tout le monde fou, Ousmane Dembélé, des joueurs qui arrivent avec des prix pas possibles, ça veut dire tout simplement qu'il y a une révolution au niveau du football, que le business maintenant, voilà, c'est ça le football. Donc si vous voulez un joueur qui est bon, vous mettez le prix, c'est tout.
C'est vrai que 80 millions, oui, ça paraît trop pour ce jeune gardien. Mais je l'ai vu avec Chelsea, même si c'est sur un match, j'ai vu ses sorties surtout. Il a anticipé pas mal de ballons. Ça veut dire tout simplement que ce sont des qualités qu'on cherche au niveau des gardiens. Neuer, aujourd'hui, qui peut jouer comme un libéraux, ce sont des gardiens qui sont exceptionnels. Et si vous voulez ces gardiens-là, ben vous mettez le prix, c'est ça. Franck Mounyama, la question de gardien, on parlait de Kepa, 80 millions. Alisson Becker, qui a quitté la Roma pour Liverpool, 62 millions à 25 ans. Ederson, 40 millions à 23 ans. Ah oui, hein, on a envie de devenir gardien de but. Hein. Oui, c'est que le moment est arrivé de considérer, on va dire, ces joueurs. D'accord. Pendant très longtemps, oui. les gardiens ont été vus comme des joueurs de seconde zone. Vous voyez, donc il est très important maintenant de leur donner leur place. On sait qu'ils sont importants dans un club. Oui. Donc, quand vous prenez par exemple De Gea, quand vous prenez par exemple Thibaut Courtois, quand vous prenez Manuel Neuer, quand vous prenez Kepa, oui. Ter Stegen, c'est des gardiens qui ont de la valeur, qui ont de la qualité et qui jouent souvent pour la victoire de leur club. Donc, ils jouent parfois même plus de 50% du match. Et contribuent au succès du club. Voilà, donc il faudra leur donner leur valeur. Il n'y a pas que les joueurs qui font gagner une équipe. Donc je pense que pour moi, c'est la première raison. Et puis pendant très longtemps, il n'y a qu'un seul gardien qui a gagné le ballon d'or, Lev Yashin, en 1963. Donc le moment est venu de leur donner leur place et je crois que l'argent également a envahi le football et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Kepa est bon, il est jeune, donc il a signé pour 4 ans. On met la valeur, 80 millions. Et on va faire, c'est ce qui est dit justement. Pélagie nous fait signe que c'est bon maintenant. On va saluer juste quelques personnes et on va fermer la boutique. Fifi, un petit mot à tous ceux qui nous écoutent et à vos amis. Tous ceux qui nous écoutent, je salue Maman Togo passage. Oui, d'accord. Kélia Koso. Moi je dis bonjour à Issifou Rafi Ounache et à Anaïssa Nassiro. Roméo. Innocent qui était mépi, bonjour. Franck, vous bouclez la boucle. Bonjour à tous ceux qui nous sont fidèles. Merci à vous tous qui vous nous avez suivis. On se souhaite un très beau week-end en compagnie des programmes de Sport FM. La mise en onde a été signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. À lundi. Ciao, ciao.